Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, je reçois Danielle Cailleux, connue sur Instagram sous le pseudo SleepWellFed2. C'est quelqu'un qui est porteuse de TSA et de TDAH, donc troubles du spectre autistique et troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Elle nous en parlera. Et elle va nous partager son vécu bouleversant autour de sa grossesse, de son accouchement et du séjour qui a suivi. On parlera aussi de son TSA pour mieux comprendre comment cela a influencé cette période si intense. Danielle souhaite également évoquer sa boutique et ses formations pour les pros qui sont nés de cette expérience pour aider d'autres mamans à ne pas vivre ce qu'elle a traversé. On se retrouvera dans un second épisode de nouveau avec Danielle parce qu'elle a plein de choses à nous raconter et que du coup on fera un deuxième épisode pour cette fois-ci aborder sa vie de maman, un burn-out qu'elle a traversé et puis toute la suite de son parcours. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter avec tes mots, dire qui tu es et dans quel contexte tu t'es retrouvée à tomber enceinte ? Alors il faut savoir que pour partir du début, que je suis tombée enceinte à mes 17 ans de base, un bébé qui n'a pas tenu. Et en fait, tout le reste du temps, j'avais comme une obsession de devenir maman, c'était mon but dans la vie. Et j'ai fini en fait par commencer à mentir, c'est-à-dire que dire que mon patch était mis alors que non, oublier la pilule, etc. Et puis un jour, j'ai été honnête avec mon mari. Je lui ai dit en fait, c'est tellement une obsession pour moi qu'en fait, ça sert à rien en fait. Je le respecte pas la contraception. Et en plus, chez moi, ça faisait du grand n'importe quoi. Donc j'ai complètement arrêté la contraception. On découvrira plus tard qu'on n'est pas fertile, donc en fait finalement il n'y avait pas de grand danger, puisque pendant toutes ces années, moi je rêvais d'un accident et tous les médecins me disaient attention, se retirer c'est pas suffisant. Chez quelqu'un d'infertile, si. A priori, oui. T'as fini par tomber enceinte du coup, finalement, à quel âge ? Oui. Si je me trompe pas, j'avais 35 ans. En fait, mon mari n'était pas prêt, donc il a mis beaucoup de temps. Et quand on a eu plusieurs décès, il s'est dit, bon, on va arrêter d'attendre et qu'il n'y ait plus personne pour le voir. Et on s'est lancé et ça a mis plus d'1 an. Ce qui est long pour tout le monde, c'est-à-dire que de toute manière, même quand on attend depuis 1 mois, c'est long. Tout est long, il n'y a pas de parcours, voilà. Bien sûr. Sauf que il n'y a pas de test en amont. Tout le monde pense qu'en fait une femme et un couple doit attendre 1 an minimum avant de se poser des questions. Moi, je trouve que c'est pas normal. Normalement, on devrait aider dès le départ, comme ça, on prend le truc au plus tôt et on s'évite justement des mois et des mois d'attente. Donc, au bout de ces 1 an, en fait, moi, j'avais plus du tout envie. Mais vraiment, j'avais lâché l'affaire. Et je suis tombée sur un médecin adorable qui m'a dit, écoute, normalement on attend un petit peu plus, mais écoute, si tu veux faire les tests, voilà les papiers, et pour faire les tests, pour vérifier si t'es fertile. Si j'avais su ce que c'était les tests, punaise, je m'en serais passée. Voilà. Juste tout petit message. L'hystérosalpingographie, là, les filles, c'est pas juste des douleurs de règles, c'est une douleur horrible, c'est tout à fait normal, et le spasson ne suffit pas. Donc allez-y, prenez quelque chose qui marche sur vous pour les grosses douleurs, et on n'est pas des chochottes, c'est normal que ça fasse mal. Voilà, parce que souvent les médecins vous le disent pas, et les autres filles n'osent pas vous dire parce qu'elles pensent qu'elles-mêmes étaient des chochottes. Et puis en fait, c'est mon application, parce que vraiment, j'étais plus du tout au taquet, qui me dit, vous êtes en retard. Donc j'attends un petit peu. Et puis finalement j'attends pas, je me lance, je regarde et effectivement petit bébé petit miracle s'était accroché et du coup le rendez-vous pour les tests se sont transformés en écho de datation pour vérifier qu'il y avait bien un bébé, puisque souvent après une fausse couche, je l'ai su des années plus tard que c'en était une, parce que on y connaît, enfin à 17 ans on n'y connaît rien. Et on n'est pas assez informé. Faut savoir que quand on a eu une fausse couche au moins une fois, qu'on l'ait compris ou pas,
dans notre tête, en fait, on est bloqué sur le fait que peut-être que bébé va pas tenir. Oui. Et c'est, je pense, le quotidien de beaucoup de mamans, voilà, jusqu'à ce que bébé vraiment tape, donc jusqu'à les 2 premières échographies et jusqu'à ce que bébé bouge et donne des coups, on est nombreuses à se dire, eh ben peut-être qu'il va me dire que j'ai un œuf clair, peut-être qu'il va me dire que bébé n'a pas tenu, etc. Donc voilà, c'est tout à fait normal, j'aime bien le dire, j'aime bien le mettre en avant parce que je pense qu'on est nombreuses à voilà, l'avoir vécu, ce genre de choses. Donc voilà, ma grossesse, j'avais peur qu'il tienne pas, j'avais peur qu'on me dise qu'en fait finalement il y avait pas de bébé, c'est pour ça qu'on a fait la datation. Et il y avait bien un bébé qui ressemblait à rien et qui avait une forme d'hippocampe. Et donc du coup, j'ai fait exprès de prendre ce t-shirt là. C'est un peu le symbole de mon titi, l'hippocampe, parce que du coup c'était une blague avec ma meilleure amie. Tu vois, il ressemble à un hippocampe et du coup c'est resté bébé hippocampe. Voilà, j'ai des peluches, des trucs et tout. J'ai pas grand chose, mais marrant. Voilà, j'ai quelques petits trucs. Voilà, sur ce thème. Donc petit chat, c'est très bien accroché. Je confirme. Une grossesse pas géniale, je saurai plus tard que voilà, je vais faire une prééclampsie. Faut savoir qu'en fait la prééclampsie, c'est un mauvais placenta. Donc c'est soit les 2 personnes, donc le bébé et la maman vont subir ça, soit c'est l'un des 2. Dans mon cas, bébé prenait tout, aspirait tout comme un petit vampire et c'est moi en fait qui voilà. Donc quand on vous dit oui, c'est bon, c'est pas une maladie, si vous sentez qu'en fait votre corps ça va pas, c'est peut-être que ça va pas. Voilà, c'est ok de prendre son temps et de se reposer. Moi j'ai fait quasiment que dormir. Je mangeais quasiment rien les premiers mois. Donc j'ai dû me forcer. En fait, je faisais ma nourriture au baby cook. Des toutes petites portions. Et j'ai mangé patates et courgettes pendant les 3 premiers mois, je crois. Une petite astuce que j'avais eue, ça doit être le côté TSA, j'en sais rien, mais en gros, je savais qu'il y avait des apports à avoir pendant la grossesse. Et comme je mangeais pas grand-chose, je me suis débrouillée pour faire la liste de tout ce qu'il y avait comme aliments avec ces apports. Et je me suis débrouillée dans ce que j'aimais, hein. Il n'est pas question de manger des trucs que j'aime pas, qu'il y ait que ça à la maison. Donc du coup, en fait, que même s'il y avait des petites portions, ça m'a permis, voilà, de manger un minimum les premiers mois. Et puis après, c'est devenu de plus en plus dur, de plus en plus fatigant. Je saurai plus tard que, voilà, il y avait plusieurs choses qui étaient en route. Plus le fait que, émotionnellement, pour une TSA, une TDA, c'est beaucoup aussi, hein. Puis vous êtes 2. Complètement. Même si à cette époque, si je me trompe pas, ce que tu m'as partagé en privé, tu le savais pas encore. Mais pour autant, c'était déjà en toi depuis toujours. Et au final, émotionnellement, c'était peut-être plus intense encore. Bah, j'étais à fond, c'est-à-dire que pendant toute la grossesse, je cherchais, alors que j'avais déjà des notions hein, sur l'allaitement, tout ça, et ben je cherchais à fond tout ce qu'il y avait à savoir, le portage, le machin, le bidule, enfin je passais ma vie dans ça. Bon, en même temps je m'ennuyais aussi à mourir. Jusqu'à 5-6 mois j'étais en arrêt parce que je me suis mis à pleurer en fait, donc vraiment j'en pouvais plus. Ça se passait pas bien au travail aussi, donc non, c'est pas mal entre guillemets de se mettre en arrêt avant. Et j'ai enchaîné sur le congé pato, puis le congé tout court. Voilà, j'ai profité à fond. J'en avais besoin physiquement, et j'ai même fait en plus de l'attention avant même de savoir que c'était une prééclampsie. Donc voilà, faire attention à soi, c'est ok. Tous les mois, on vérifie, on fait pipi. C'est très très important que ce soit pris en charge très tôt. Je sais que quand on le sait, on peut maintenant prendre, je crois, de l'aspirine, etc. à un certain pourcentage. Bien sûr, c'est le médecin qui va vous dire hein, quel pourcentage, etc. Hein, pas moi. Hein. Mais je sais que maintenant, il y a des solutions pour en fait fluidifier ce mauvais échange placentaire. Alors, c'est pas miraculeux, mais ça peut aider. Sachant que ça peut être normalement le médicament entre guillemets, c'est justement d'accoucher. Mais il y a des mamans qui ont déjà fait des prééclampsies après la naissance sans symptômes apparents ou des mamans qui, par exemple, on leur dit c'est pas une maladie, qui sont malades comme des chiens, mais qui savent pas en fait qu'il y a quelque chose et qui ne vont pas forcément consulter parce qu'on leur dit il y a rien. Voilà. Et qui du coup le découvre le jour où bébé arrive quoi. Donc voilà, ça c'est important parce que il y a des risques de décès. Est-ce que du coup tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé pour toi cette prééclampsie, quels ont été toi tes symptômes, à quel moment tu t'en es rendu compte, et si je me trompe pas, ça a justement chez toi déclenché en tout cas la naissance de ton bébé. C'était à quelle distance du terme prévu initialement? J'étais à environ 7 mois et demi. D'accord. Et en fait, donc la douleur, c'est comme si en fait 2 éléphants étaient
sur ma poitrine, c'était vraiment très très douloureux. Alors je sais plus, je crois que c'est les reins ou le foie ou les deux, je me rappelle plus. Mais en gros, alors sachant que la prééclampsie c'est plein d'organes en fait voilà, qui vont être en PLS, mais les reins c'est pour ça qu'on trouve de la protéinurie, etc. en fait. Donc potentiellement c'était ça. Et en fait j'ai vomi, mais quand je vous dis c'est pas je vais avoir envie de vomir, c'est genre en fait quelqu'un s'assoit sur vous et voilà, ça sort immédiatement. Donc voilà, je suis restée allongée toute la matinée, j'ai pris un médicament. Ça passe, je me dis bah bon, écoute, tout va bien. Comme beaucoup de mamans, je cherchais la raideur de la nuque, le mal de tête, tout ce que tu voulais. J'avais rien de tout ça. J'ai eu cette douleur qui est finalement partie. Donc moi, je fais ma vie, je mange et je reçois du coup le soir un message de ma sage-femme et du labo qui a appelé ma sage-femme en fait en disant Daniel, tu vas aux urgences, il y a de la protéinurie dans tes analyses, il faut que tu y ailles. Ok, bon bah je dis à papa, on va aux urgences. Sachant que quelques mois avant j'y étais allée, j'avais commencé à faire de la tension et on m'avait dit ouais tu surveilles ça mais tout va bien et on m'avait envoyé sans vraiment s'en préoccuper. Pour l'instant tout va bien. J'arrive et puis ouais je commence un petit peu à avoir mal quand même, mais évidemment bon bah pour s'assurer que c'est pas rien, très drôle, on me refait faire pipi pour vérifier si ça a pas disparu depuis, hein, on sait jamais, hein, c'est un peu comme l'unijambiste où la jambe elle va repousser. Bref, donc on revérifie et puis on me monte en chambre et arrivé en chambre et paf, même chose que le matin, je vomis absolument tout ce que j'ai mangé depuis. Donc on me passe dans une salle et on nous dit à ce moment-là, bon bah si ton foie ou ton terrain ou les deux, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, lâche, on va chercher ton bébé. Ok. Et on reste cette nuit-là, alors je ne sais pas combien de temps parce qu'il y a beaucoup de trous dans mes souvenirs, mais on reste un bon moment, voilà, assis là, à attendre que ça se passe. Juste avant, j'ai une étudiante qui est pas douée et qui me laboure littéralement le bras pour essayer de me mettre le cathéter. Autant vous dire que j'ai failli avoir plusieurs malaises vagos à cause de la douleur. En plus, il y a tout qui se déclenche à ce moment-là, donc les œdèmes débarquent, la tension à 19. Voilà, moi j'ai toujours fait du 12-13, hein, pas plus. Tout ça, c'est lié à la prééclampsie, hein. Ouais. Donc ces tensions qui montent très haut, bien sûr, c'est en fonction de la maman. Si par exemple elle a tout le temps du 10, et ben 13-14 c'est déjà beaucoup pour elle. Bien donc sûr. c'est vraiment en fonction des mamans. Voilà, donc moi c'était 19. Les œdèmes aussi, alors sachant que bah, ça vient pas toujours tout de suite, ça dépend, il y a même qui n'ont pas eu d'œdème. Les symptômes, ça peut différer d'une personne à l'autre. Et évidemment, les douleurs, en fait, au niveau de, bah, en fait, c'est tes organes qui lâchent un par un, donc voilà, donc il y a des trucs pour ça. En tout cas, les symptômes s'accélèrent et l'équipe médicale réalise que va falloir réagir parce que là, ça devient dangereux pour toi, finalement, pour ta vie, c'est ça? C'est ça. Donc une fois qu'elle m'a défoncé le bras, vraiment, hein, j'ai des photos où on voit les billets de bleu. Et par la suite, d'ailleurs, quand je change d'hôpital, les dames, elles vont galérer pour chercher un endroit qui n'a pas été abîmé, quoi. La naissance a eu lieu dans un autre hôpital? Parce que t'étais pas dans un hôpital de catégorie Alors si, suffisante, c'était bien catégorie 3, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de place pour maman et bébé. Ah oui, une question de place. Ouais, et donc du coup, justement, le matin, on m'a dit, bah écoute, on peut pas vous garder, donc vous changez d'endroit, et on se retrouve à 40 minutes de chez nous, ce qui est beaucoup pour papa. Et du coup, il doit faire les allers-retours sans arrêt. Voilà, c'était pas génial, quoi. Est-ce que pendant cette période d'attente là de la naissance et puis même peut-être après, est-ce que toi, à un moment donné, t'as eu ce sentiment d'avoir peur pour ta vie, peut-être pour la vie de bébé? Alors apparemment, les césariennes d'urgence, souvent il y a beaucoup de dissociation. Et j'en discutais hier avec quelqu'un qui m'a dit, bah t'es pas la seule. Et en fait, en gros, potentiellement, j'étais pas là. J'étais là sans être là, puisque il y a plein de choses dont je me rappelle pas. Et en fait, une dissociation, c'est en gros, on est là, mais pas tout à fait. En fait, le cerveau se protège en mode, ça va te faire péter un câble, je te protège, mais du coup, on vit pas tout. Et on se rappelle pas tout aussi, des fois, carrément, on oublie tout. C'est comme un trauma, en fait. Donc, bah, c'en est un. C'est vraiment un trauma. comme je te disais, donc bah j'étais un paquet de viande. Enfin, le repas qu'on me retire parce que je suis allée dire au revoir à mon mari et que je suis revenue dans la chambre, il y a plus rien. Parce que tu comprends, fallait ranger, moi je rentrais. Oui, enfin voilà. On me gronde parce que j'ose demander quand même à manger quelque chose. Je suis en prééclampsie. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais apparemment, on s'en fiche complètement. Et puis moi j'avais mal parce que le petit en fait il tapait, mais alors bien comme il faut, donc j'avais mal toutes les nuits. Pas un médicament, rien du tout.
Ouais. Toi, tu dirais aujourd'hui, avec le recul, que ce que tu as vécu au niveau médical, tu mettrais quoi comme mot derrière? Il y a eu des très bonnes personnes qui heureusement qui étaient là. Ouais. Parce que j'aurais pété un câble du genre par exemple niveau allaitement, enfin c'était une catastrophe, enfin bref, Non, on m'a donné un tire-lait en mode vas-y débrouille-toi et surtout ne bouge pas, ne fais rien. Dit c'est un TDA, Ouais. laisse tomber. Et en fait j'ai rien tiré parce que j'avais pas les bonnes tailles, etc. Enfin pas les mêmes conditions. Et il y en a quand même une qui m'a dit bon t'as pas tiré beaucoup mais c'est pas grave, on va l'utiliser pour nettoyer les yeux de bébé. Ça, je le garderai en tête à vie parce que j'ai trouvé ça adorable, qu'elle me rassure. Alors que l'autre, c'est, oh, bah t'as que ça, bon, bah va pas vouloir lui le donner. Hein. Bref, en plus, il y avait Ouais. du sang dedans parce que du coup, bah forcément, je me suis fait des crevasses. Mais avec le reste des douleurs, autant te dire que je m'en rendais pas compte. Faut savoir aussi que pendant quasiment tout le séjour, donc 2 mois, moi, le Doliprane ne me fait rien, j'ai eu que ça. Donc en fait, imaginez des douleurs de césarienne sans aucun médicament qui apaise les douleurs. Donc un pas égale un malaise vagal. Donc de ce côté-là, pour moi en fait on n'en avait rien à faire. On s'en fichait complètement. Et vers la fin du séjour, il y a des gens qui ont dit ah ouais, peut-être qu'elle a besoin d'un peu d'aide, on m'a donné un calmant pour que je puisse dormir. C'est-à-dire que ça faisait depuis le début que je dormais quasiment pas. Et que j'avais hyper mal. Les positions dans le lit et tout ça, c'était très compliqué. Et puis un jour on m'a dit ah bah on n'a plus de brancardier donc faut que tu marches. Alors, je vous donne le contexte. Un pas égale un malaise vagal et je devais aller jusqu'en néonate en bas, toute seule, pour aller voir mon fils. Autant vous dire que je l'ai pas vu beaucoup, mon fils. Et que ma rééducation finalement, etc., ça a été de marcher dans la douleur jusqu'à ce que finalement ça fasse de moins en moins mal. Après, j'ai travaillé aussi avec quelqu'un qui nous a donné des astuces avec ma cicatrice, etc., pour que ça fasse moins mal. Et heureusement, et c'est un séjour qui est resté pendant très longtemps dans ma tête comme un mauvais moment. Donc la naissance de mon fils n'était pas un bon souvenir. Zéro. J'étais incapable de dire naissance de mon fils, moment joyeux. Que dalle. Et d'ailleurs, le lendemain, quand on m'a dit et au fait, Daniel, il va bien bébé? Eh ben j'avais oublié que j'avais accouché. Il y avait vraiment un vrai trauma chez toi. Ouais. C'est Ouais. fou. Alors que l'accouchement en lui-même, bon bah c'est en 30 minutes c'était plié, hein, donc de ce côté-là il y avait aucun problème. Tu dirais du coup que le lien avec ton fils a mis du temps à se créer et que c'est lié essentiellement à comment s'est passée cette naissance finalement? Alors déjà la naissance, quand ils l'ont récupéré, j'ai eu un bisou de mon bébé et basta. C'est-à-dire qu'en fait ils l'ont embarqué, je l'ai pas vu avant le lendemain à 13h, donc 21h. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils n'ont pas fait en sorte que tu le vois entre-temps? C'est fou. Moi j'étais en salle de réveil, on me dit bah tu pourras voir ton fils quand tu pourras bouger, donc du coup j'ai essayé de bouger dans tous les sens. À aucun moment du séjour on m'a dit que c'était illimité la néonate, que je pouvais aller voir mon fils quand je voulais. On nous l'a pas dit ni à l'un ni à l'autre. Mon fils était avec son père, heureusement, mais après on l'a fait rentrer chez lui. Donc lui, il savait même pas qu'il pouvait dormir sur place avec son fils s'il voulait. Donc on n'avait pas toutes ces données, donc effectivement ça a été compliqué et pour le coup, moi en plus on me disait ah bah oui mais tu te vas en néonate, il faut que tu reviennes à chaque fois toutes les 2 heures pour faire toutes les piqûres, pour vérifier donc les plaquettes, parce qu'en gros les plaquettes elles font fiou quand on a une prééclampsie, vérifier la tension aussi régulièrement et moi au bout d'un moment j'en avais marre, j'avais des médicaments pour la tension. En néonate, la fille elle m'a dit tu sais quoi, s'ils ont quelque chose à te dire, ils viennent me voir, ils m'appellent, tu restes avec ton bébé, tu prends tes médicaments avec toi, et il te fiche la paix. Et je suis revenue que tard le soir, et heureusement, parce que le reste du séjour, en fait, bah, j'attendais que papa il arrive pour aller le voir, parce qu'encore une fois, soit je pouvais pas y aller moi-même et c'était compliqué, soit je savais pas en fait que je pouvais y aller avant. Donc vous n'êtes pas vu tant que ça finalement, toi et ton bébé, les Non. premiers jours. Donc le lien, si Ouais. tu veux, en plus quand t'es en dissociation, tu fais du lien, mais c'est pas un vrai lien parce qu'en fait t'es pas vraiment là. Pour te dire, mon mari a fait plein de vidéos et je lui en remercie énormément aujourd'hui. Ces vidéos, je ne me rappelle pas qu'il les ait faites. Je reconnais les moments, mais je me rappelle pas qu'il était là. Je me rappelle même pas qu'il était là dans la pièce. Donc et ça a mis un petit peu de temps à me rendre compte que j'étais maman. C'est un peu le truc. Je sais que je suis pas la seule à avoir ça, mais t'es en train de manger un truc et tu te dis, wow, ah oui c'est vrai, je suis maman. Oui, t'es pas la seule. Voilà, ça a mis un petit peu de temps. Après, nous on a triché en fait dès les premiers mois où on a dormi avec. Donc, Pourquoi tu dis tricher? bah dans le sens où si tu veux, on a rattrapé tous ces moments de séparation. Il fallait qu'on crée du lien absolument. Il fallait qu'on récupère en fait ce temps perdu. Le bébé était sur nous en permanence. J'ai plein de photos où toute la journée,
on est allongé dans le lit ou dans le canapé, tranquillement, avec notre bébé sur nous, chacun notre tour, le sling, tout ce que tu veux. C'est pas du tout une mauvaise chose, Oui, surtout ah si ça non, vous clairement convient. pas. Mais à l'époque, c'était mode survie. On avait besoin. Alors, je le dis effectivement aux mamans qui nous écoutent, c'est ok si on a besoin, envie, même envie d'avoir son bébé sur soi, d'être collé à son bébé les premiers mois, de pas voir beaucoup de monde. Vive la prématurité, j'avais pas le droit. Donc pendant un mois, c'était vraiment Oui, entre au moins nous. c'était réglé. Voilà, et on en a profité à fond, mais là c'était vraiment viscéral. On avait besoin de l'avoir sur nous, contre nous, et pendant très longtemps j'ai eu du mal justement à lâcher prise. Je sais même plus à partir de quel âge en fait j'ai lâché prise. Et c'est resté assez longtemps où même l'idée de le faire garder c'était juste impossible quoi. Donc c'est ok, et même sans trauma, hein, c'est ok en fait de pas avoir envie de se séparer de son bébé. Hein. Je veux dire, s'en séparer à 3 mois, c'est juste horrible pour beaucoup de mamans. C'est ok aussi de vouloir rentrer au boulot. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux s'écouter et se faire confiance. Je pense qu'aussi que il y a, alors sûrement qu'il y a le côté TSA, etc. qui joue, mais je pense aussi que beaucoup de mamans on leur nie en fait ce besoin ou cette envie. Ah, c'est ok d'avoir envie, de pas en avoir besoin, puisque finalement certaines envies sont un besoin, hein, et c'est ok. Et souvent on leur dit ouais, mais il faut qu'ils soient indépendants ou je sais pas quoi. Enfin, on leur Il n'y a nourrit pas des d'urgence à bêtises. ça, hein. Et moi ça me stresse parce que je me dis en fait il y a tellement de mamans qui se disent ok d'accord il faut que je le mette dans sa chambre et soit mais non mais il n'y a pas de il faut en fait c'est votre bébé. Le seul il faut, moi, que j'accepte, c'est il faut s'écouter et se faire confiance. C'est le seul il faut qui, je trouve, est valable. C'est ce que je répète en rendez-vous. On est au centre de la vie de ce petit bout et il a besoin autant de nous qu'on a besoin de lui. Et ça, on l'oublie. C'est ça. On l'oublie, en fait, il y a des mamans qui pensent oui, il a besoin de moi. Non, non, mais t'as besoin de lui aussi, en fait. Et c'est ok d'avoir besoin de contact, de tripoter, de... Oui, vous pouvez sniffer ses pieds tous les jours, toutes les 5 minutes, c'est normal. Non, mais c'est vrai que en fait, on diabolise tellement de choses qui sont totalement normales. Et il y a des mamans qui se retiennent. Donc non, non, on se retient pas d'avoir envie de faire quelque chose. C'est juste, c'est là que c'est pas naturel en fait. Oui, Il y a un sujet qu'on n'a pas oui, dis-moi. précisé, parce que pour toi c'est évident, mais pas forcément pour les mamans qui nous écoutent. Mon bébé est quand même arrivé prématuré, Oui. et il y a quand même beaucoup de bébés qui arrivent prématurés pour qui les premiers temps, les premières semaines sont difficiles, des fois très difficiles. Et dans ton cas, si je me trompe pas, cette prématurité n'a pas été un souci pour ton bébé, il allait bien, c'est ça? À la naissance, il allait bien? Ouais, vu qu'il voilà, il était pas allaité, on a fait le biberon. Puis il a très bien compris, c'est un glouton, hein. Donc clairement il a très bien compris hein, le système de biberon et très vite en fait au bout de la 3e fois où il a viré la sonde, ils ont compris que ça servait à rien. Il respirait, etc. C'était juste en fait, je sais que certains ça se voit physiquement au niveau de la prématurité. Nous c'était en fait un bébé, il y avait rien qui se voyait sauf qu'il était micro en fait. Il faisait 1,8 kg et 41 cm. Donc voilà, il était juste tout petit. Il avait quand même besoin d'être sous couveuse. Non. Alors il l'était mais parce qu'en fait il n'y avait pas de place en néonat. Donc on était en soins intensifs. Donc il était un tas de linge parce que du coup il était dans des langes tout nus. Et quand on arrivait à néonat, on va chercher des pyjamas. On était tout contents. Et là, c'était un petit peu différent parce que très vite, il a régulé sa température, etc. Donc voilà, c'était cool. Un autre truc qui était par contre pas moins cool, c'est qu'en fait, il fait tellement chaud dans ces pièces-là que nous, en fait, on avait des maux de tête, on était obligés de sortir. Donc quand on a changé encore d'hôpital, donc le 3e, où là, moi, je rentrais à la maison et du coup, notre vie, c'était je me lève, je mange, je vais voir mon fils. Je reste 3 heures seulement à cause du prix du parking et je rentre chez moi, je mange, je dors et rebelote. Voilà, ça c'était notre vie jusqu'à 14 jours, je crois. Faire sortir ton fils de l'hôpital, ils ont attendu d'arriver au moment du terme initial, c'est ça? Ou Pas comment du ça tout, se passe? pas Comment ils du tout. décident à quel moment bébé peut, ça y est, rentrer chez lui? En gros, ça dépend des bébés. Ça dépend de la prématurité, ça dépend parce qu'il faut savoir que des fois il y a des bébés qui sont 3 kilos et qui sont quand même préma parce qu'en fait en vrai ils auraient dû être 5. Bah oui. Voilà. Oui, c'est ça. Moi il est né à 1,8 kg et il fallait qu'il atteigne les 2 kilos pour lui en tout cas pour rentrer à la Ah maison. oui, Voilà, donc dès qu'il y a eu d'accord. 2 kilos, on a fait la fiesta. Et en fait, vous avez un Ok. espèce de panneau, et en fait, tous les jours, ils écrivent qu'il a grossi ou pas. Donc voilà, c'est voilà, quand je suis rentrée à la maison, autant te dire que jusqu'à ces 3 kilos, on devait noter tout.
Donc pipi, caca, dose de lait, combien de lait, enfin tout. Et à la seconde où il a fait 3 kilos, j'ai jeté le carnet. Hein. Alors, je plaisante parce que le carnet il est encore quelque part dans mes trucs et des fois je le regarde. Mais en gros, je n'ai plus jamais noté quoi que ce soit et j'ai donné à la demande. C'était du lait infantile et je donnais à la demande, moi des doses très très souvent. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais bébé allait très très bien. Enfin, pour l'instant. Et du coup, bébé est rentré à la maison au bout de combien de temps après sa naissance? Alors le 28 il naissait et le 14 du coup avril il est rentré à la maison. Ah oui, donc ça a duré à peu près 3 semaines? À peu près, ouais. À peu près. Un petit peu moins peut-être. D'accord. Ouais. Avant de passer à notre enregistrement du second épisode qu'on a prévu toutes les deux, où tu vas nous parler beaucoup plus de tout ce qui s'est passé après la naissance, il s'en est passé tout un tas d'autres choses dans ta vie intéressantes à nous partager. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien quand même te demander si tu peux nous expliquer ce que tu proposes à titre professionnel, parce que je sais que tu as une boutique et des formations à destination des pros. La boutique, elle est à destination des particuliers, si je me trompe pas, ou pros, peut-être Oui, les deux. Et les formations, voilà, les deux. Et formation pour les pros pour aider les mamans à pas vivre ce que toi t'as traversé. Beaucoup de choses qui tournent autour du sujet de l'allaitement et tu nous en parleras du coup justement mieux sur ce que toi t'as vécu à ce sujet-là dans le prochain épisode. Mais je te laisse quand même pour cet épisode-là nous dire quelques mots à ce sujet. On t'écoute. Effectivement, je me suis rendu compte en me renseignant, en voyant beaucoup de mamans, etc., que d'autres avaient vécu aussi des choses pas terribles et je voulais faire un boulot qui a du sens. Ça faisait déjà des années que j'y pensais. Et puis en fait au fur et à mesure que je commençais, alors au début j'étais bénévole, hein, mais voilà, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'ai décidé finalement de lancer moi-même en fait une boutique de test pour que les mamans puissent tester en amont, avant la location ou l'achat, les tire-laits. Voilà, on en parlera beaucoup plus de comment c'est arrivé. Mais en gros, je suis même allée jusqu'à en fait, donc là je vends des inserts pour en fait améliorer le confort en tire-allaitement, etc. Le confort et surtout optimiser les tirages. Voilà, je me suis spécialisée en tétons élastiques. Que chaque maman puisse trouver ce qui va lui convenir à elle. Exactement. C'est pas pour rien qu'il y a une variété et que j'imagine que tu ne recommandes pas un seul appareil, mais que chacune puisse trouver ce qui va lui convenir à elle. Et toi, t'es là pour les accompagner pour ça. Et je le fais aussi en visio pour les mamans qui peuvent pas aller jusqu'au cabinet, hein, c'est ok. Il n'y a pas le mode test, mais il y a le mode proposition pour vraiment avoir quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'elles ont besoin. Et effectivement, on en parlera un peu plus, mais du coup, en fait, avec le burn-out, etc., je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas accompagner les mamans autant que j'aurais voulu. Et donc j'ai commencé à former des pros pour le faire à ma place, d'une autre manière, que les pros aient les outils qu'il faut et les mamans et les pros qui sont suffisamment formés pour les guider en tire-allaitement. Si jamais il y en avait qui avaient envie de venir carrément, t'es dans quel secteur géographique? Alors, Île-de-France 95, donc à Frépillon, exactement. Déplacer chez les parents quand elles sont pas trop loin. S'il y a besoin, par exemple, bébé vient d'arriver, je vais pas les faire se déplacer jusqu'à chez moi. Le meilleur moyen de te contacter, c'est par Instagram ou ton site? Ouais, j'y suis très souvent, donc Instagram, oui, ou par SMS. Évitons le téléphone, j'ai un peu de mal. Ok. Super. Bon, merci infiniment, Daniel, pour ce premier partage, puisqu'on en a prévu un second. On se retrouve du coup très vite. Si tu nous écoutes et que tu as envie de connaître la suite avec tout ce qui va toucher autour du burn-out et de notamment ce sujet de l'allaitement qui, tu l'as compris, n'a pas commencé tout de suite, mais finalement est arrivé après, je t'invite à venir écouter le second épisode dans quelques temps. La rencontre avec ton bébé, les débuts de la maternité, tout ça. Je vais te mettre le lien dans la description pour aller jeter un œil à ce que Daniel propose. Et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour bien avoir la suite. Merci Daniel, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.